bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Nous vous proposons un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et les pièges à éviter dans le cadre de votre activité. Pour cette émission, nous allons aborder le choix juridique à faire quand on souhaite créer son activité, chef d'entreprise, comment choisir son statut juridique. Bonjour Monsieur Lavejoff, bienvenue sur notre plateau. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors d'abord, bonjour, merci pour cette invitation. Qui suis-je? Donc je suis Taniev Lavejoff, avocat en droit immobilier et droit des affaires. J'interviens à la fois dans la sphère conseil, choix de la structure juridique pour les sociétés, tout ce qu'on appelle le secrétariat juridique, et également la sphère contentieuse, problématique des fournisseurs, un contrat mal exécuté, un engagement non réalisé. J'interviens à ce moment-là. Très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour parler de la problématique juridique que se posent tous les chefs d'entreprise quand ils créent leur activité, à savoir, mais quel statut juridique que je dois choisir, comment m'y prendre. Il y a plusieurs formes juridiques possibles. Donc on va commencer par une première question qui, à mon sens, permet de comprendre le champ d'application et les possibilités qu'il y existe en termes juridiques pour les sociétés. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les différentes formes juridiques qui existent? Alors, pour expliquer les différentes formes juridiques des sociétés, je vais juste quand même évoquer qu'il y a une forme de structure qui est l'entreprise individuelle. Donc là, c'est quand la personne crée son activité, donc son entreprise en nom propre. Et lorsque l'entrepreneur, le porteur de projet, veut passer en société, et pour répondre à votre question, quel type de société? Vous avez les deux classiques, la SARL, la société à responsabilité limitée, et vous avez notamment la SAS, la société par action simplifiée. Juste petite précision, la SARL, donc Société à responsabilité limitée, en réalité, la SAS est une société à responsabilité limitée. C'est juste que l'anagramme, on a donné SARL, mais de manière générale, SAS et SARL sont des sociétés à responsabilité limitée, puisque c'est limité par rapport au montant des apports. Très bien. Et est-ce qu'il y a des différences majeures entre les différents types de sociétés commerciales? Alors, oui, il y a des différences majeures, puisqu'en fait, on a créé des sociétés pour s'adapter à la volonté du ou des porteurs de projets qui vont, par exemple, s'associer avec des investisseurs ou qui vont faire des opérations de défiscalisation, notamment dans le cas des SNC, sociétés en nom commandite. Donc là, c'est pas le but, notamment de quelqu'un qui veut créer son activité. SNC, c'est juste pour essentiellement de la défiscalisation. La différence majeure entre une SARL et une SAS, d'abord, c'est la nature du titre que vous détenez dans cette société. Dans une SARL, on détient des parts sociales. Dans une SAS, société par action simplifiée, on détient des actions. Ce qui va déterminer pourquoi on va dans l'une et pourquoi on va dans l'autre, c'est notamment les problématiques fiscales et surtout de charges sociales. Parce que la rémunération du gérant dans le cas de la SARL et du président, parce qu'on parle de président pour la SAS, il y a une notion de traitement de charges sociales différente, puisque dans l'un des cas, c'est assimilé salarié, dans l'autre cas, c'est l'ancien régime qui s'appelait à la fois le RSI, régime social des indépendants, et on applique les mêmes taux. Et donc, dans la SARL, le gérant va payer moins de charges sociales que dans la SAS. Par contre, dans la SAS, on pourra faire intervenir plus facilement des investisseurs parce qu'on pourra créer ce qu'on appelle des catégories d'actions. Je vous remercie, Maître, pour cette réponse. Vous avez évoqué le fait que entre les sociétés commerciales est marqué essentiellement le mode de rémunération des chefs d'entreprise. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la différence entre un associé, un actionnaire et une personne étrangère à l'entreprise? En fait, quels sont les différents rôles et les responsabilités de chacun dans le cadre d'une entreprise? Alors, pour répondre,
je vais mettre, d'abord, faire la distinction entre l'associé et l'actionnaire d'une part et la personne étrangère. L'actionnaire ou l'associé, ces deux personnes vont détenir ce qu'on appelle un titre dans la société. Donc c'est comme si en fait ils détenaient une part, donc tout ou partie de la société, 10%, 20%, donc c'est le fameux morceau de gâteau qu'on détient dans la société. La personne étrangère, elle peut être un salarié, le conjoint du collaborateur, ça peut être un partenaire, un fournisseur, autre. Ces personnes ne pourront pas avoir de prise de décision dans le statut ou dans l'évolution de la société, à ne pas confondre avec un éventuel gérant salarié. L'associé et ou l'actionnaire, eux, non seulement grâce à leur titre, ils ont ce qu'on appelle une part au bénéfice, et vont notamment déterminer en fonction, si bien sûr la société réalise un bénéfice, quid de qu'est-ce qu'on fait de l'argent, est-ce qu'on le réinvestit dans la société, est-ce qu'on se le partage sous forme de dividendes ou est-ce qu'on fait un mix des deux? Ça, c'est uniquement l'associé ou l'actionnaire qui prend la décision. Donc un actionnaire, c'est en fonction de la forme juridique, lesquelles? Alors l'actionnaire, ce sera celui qui détient des titres dans la SAS, Société par action simplifiée, ou dans la société anonyme, qui se fait de plus en plus rare. Mais voilà. Tandis que l'associé, on va le retrouver donc la SARL, c'est lorsqu'il détient des parts sociales, donc dans la société à responsabilité limitée. On va le retrouver également dans la société non commandite, etc., etc. Vous nous avez expliqué qu'il y a différentes façons de se positionner dans une SARL, mais il y a aussi les choix que font les chefs d'entreprise et qui vont influencer le fait qu'ils devront choisir une structure plutôt qu'une autre. Donc le fait d'exercer seul ou à plusieurs, est-ce que ce sera un choix déterminant pour quelqu'un qui veut aller vers une structure juridique plutôt qu'une autre? Disons qu'en réalité, le porteur de projet, le chef d'entreprise, devra d'abord déterminer qui il est. Ce n'est que lorsqu'on répond à cette question qu'on choisit la structure. La structure vient être le socle de votre décision de qui vous êtes. Prenons l'exemple. Vous avez un chef d'entreprise qui a une activité qui, on va dire, qui est plutôt cyclique, saisonnière, et qui n'a pas besoin, parce qu'il n'a pas une charge familiale très lourde, les célibataires sans enfants, il peut très bien se dire, moi, 1500, 2000 euros net par mois, ça me suffit. Et je vais me verser des dividendes en année N+1, puisque les dividendes, c'est après la réalisation d'un exercice, 1er janvier, 31 décembre, en règle générale. Là, il va déterminer s'il y a un bénéfice, quid du bénéfice. Ce chef d'entreprise, par exemple, il va se verser 1500, 2000 euros par mois, ce qui est suffisant pour bénéficier de ce qu'on appelle de l'assurance maladie et autres couvertures sociales. Et comme il va se verser que 1500, il va payer des charges sociales assez faibles. Du coup, par rapport à celui qui aura un besoin mensuel parce qu'il a un crédit, il a des enfants, il va se verser 3000 euros. Celui qui va se verser 3000 euros et qui va se verser moins de dividendes en année N+1, il va préférer opter pour une SARL puisque les charges sociales sur la rémunération, alors entre guillemets le salaire, vont être moindres. Tandis que le premier cas, celui qui se verse que 1500 euros, les charges sociales sont, s'il prend une SARL, sont un peu plus élevées en termes de taux. Par contre, les dividendes qui va se verser en année N+1, là donc l'année d'après de son exercice social, seront imposés beaucoup moins, puisque c'est ce qu'on appelle notamment la flat tax, à 30%. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut d'abord savoir de comment on va vivre avant de choisir la structure. Tout à fait. Donc en fait, il y a bien à la précréation oui. Un aboutissement du projet qui doit permettre ce choix. Tout à fait. La deuxième question, ça serait de savoir, est-ce que le montant apporté au capital d'une société peut être déterminant dans le choix de personnes qui souhaitent monter une société, savoir je vais aller vers telle structure plutôt qu'une autre en fonction du capital social. Est-ce que ça aussi, ça peut être un critère qui peut influer un choix?
Alors, le montant du capital n'a plus vraiment d'utilité. À l'époque, notamment sous Nicolas Sarkozy, ils ont décidé qu'il n'y avait plus vraiment de montant minimum pour constituer une société. Maintenant, officiellement, on pourrait créer une société avec un capital de 1 euro. On pourrait considérer que notamment pour la banque qui va vous faire un prêt pour un financement d'achat de matériel va être intéressée par le montant du capital, mais en réalité, que vous mettiez un capital à 1000, à 10 000 ou à 100 000 euros, la banque, elle va demander au chef d'entreprise de se porter caution. Elle va regarder qui il est et ce qu'il a. Donc, que vous mettez 1000, 2000, la banque, elle va vous demander la caution, elle pourra se servir sur tout votre patrimoine en cas de faillite. On pourrait considérer que le capital sert notamment pour les tiers. Mais je prends l'exemple dans le secteur du BTP, où on a des montants astronomiques, notamment pour les entreprises de gros œuvres qui facturent des fois 100 000 euros. Est-ce qu'un maître d'ouvrage, donc un particulier, va refuser une entreprise parce qu'il va avoir manqué société Tartampion au capital de 100 000 euros ou 2 000 euros? Non. C'est-à-dire que même vis-à-vis de vos tiers ou fournisseurs, la notion de capital social n'a plus réellement d'intérêt. Elle va jouer un rôle lorsque vous aurez des investisseurs où il n'y aura pas de recours bancaire. On aura besoin de mettre 50 000 parce que le le matériel fera 50 000. Là, on mettra un capital de 20 000 et on se partagera en fonction des différents investisseurs et associés de la société. Bien sûr, ça c'est un exemple. C'est pas obligatoirement d'avoir un capital social à 20 000 euros. Je préfère le dire, c'était bien un exemple. Tout à fait. En moyenne, les capitaux sont à peu près à 1 000 euros, en moyenne. D'accord, merci. Alors, est-ce que dans l'entreprise, le fait d'avoir certaines fonctions, comme être associé majoritaire, limite le fait d'avoir la possibilité d'être salarié de sa propre entreprise? Est-ce que là aussi, il y a un choix à faire à ce niveau? Et est-ce que des structures juridiques permettent des choses que d'autres ne permettent pas? Alors oui, effectivement, notamment la SAS, le représentant légal, donc celui qui prend les décisions, on l'appelle le président. Juste petite aparté, SAS, il n'y a qu'un président, il y a des directeurs 1 ou des directeurs généraux. Tout à fait. Dans la SARL, il y a un gérant, il peut y avoir un co-gérant et plusieurs co-gérants qui ont exactement le même poste. Donc souvent, lorsque deux personnes vont créer une SAS, il n'y en a qu'une qui sera présidente et l'autre directrice générale. Pour répondre à votre question, dans le représentant légal qui veut être salarié, il faut qu'il opte pour la SAS. Parce qu'en matière de SARL, le représentant légal n'est pas considéré comme salarié, assimilé, et il va être soumis au régime social et indépendant, qu'on n'en parle plus, mais les taux sont les mêmes au titre de l'URSSAF. Il faut savoir qu'en réalité, quand vous êtes salarié, notamment si vous pourrez bénéficier de l'assurance chômage et autres avantages du statut des salariés en cas de problématique dans votre société. Mais je rappelle que lorsqu'on est salarié d'une société commerciale, la société paye en sus les charges patronales et c'est pour ça que vous avez des charges sociales beaucoup plus élevées que lorsque vous êtes le représentant légal d'une société à responsabilité limitée. Et par rapport à cela, est-ce qu'il y a des sociétés qui permettent des responsabilités plus ou moins étendues en fonction du positionnement dans la société? Qu'on soit associé, non associé, gérant, président. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Alors là, c'est une très bonne question parce que souvent, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant « Voilà, je suis l'associé majoritaire ». Ils sont souvent mis comme, on va dire, des business angels, c'est-à-dire qu'ils ont apporté l'argent, ils ont apporté l'idée, ils ont mis quelqu'un d'autre associé, gérant, pour réaliser l'activité, pour prendre des décisions. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'associé prend les décisions statutaires qui sont prévues par les statuts. Genre, est-ce qu'on va faire un emprunt à 200 000 euros? Est-ce que la société va acheter un bien immobilier? Quid du sort des bénéfices, etc., etc. Mais la plupart des décisions, les décisions de la vie courante,
sont prises par le représentant légal, président pour la SAS, gérant pour la SARL. Et quand bien même le gérant soit minoritaire, quand bien même le gérant soit simplement salarié, c'est lui qui va prendre les décisions de la vie courante. Si l'associé qui n'est pas gérant veut, pardonnez-moi l'expression, se débarrasser de son ancien ami gérant, c'est souvent le cas malheureusement, eh bien, il doit passer par une décision d'AG avec une convocation. Et la révocation du représentant légal entraîne, comme dans un licenciement, des préjudices financiers pour l'entreprise qui devra bien sûr rémunérer le représentant légal qui aura été révoqué. Oui, donc cela n'est pas sans incidence. Hein. Pas du tout. Et ça, c'était pour les SARL, mais dans les SAS, alors, par exemple. C'est justement pour ça que je parlais de représentant légal. On est sur la même logique, c'est-à-dire que dès que vous avez un poste dans une société, notamment dans la SAS, que vous soyez gérant, enfin, président, associé, directeur général, associé à 5, à 20, à 30%, lorsqu'on vous révoque, on ne révoque pas l'associé, l'actionnaire, on révoque votre statut dans la société, votre fonction. On peut très bien dire à un représentant légal ou gérant d'une SARL, président d'une SAS, bye bye mon ami, tu as bien servi, félicitations. Le fait qu'il soit, entre guillemets, remercié ne fera pas de lui, on ne va pas le faire mettre en paria puisqu'il ne va pas sortir de la société. Pour faire sortir quelqu'un de son statut, pour lui retirer son statut d'actionnaire ou d'associé, là c'est encore un autre mécanisme où il faudra démontrer la faute de l'actionnaire ou de l'associé vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui vote pas comme vous qui commet une faute. Vous pouvez très bien dire, par exemple, il y a 100 000 € de bénéfices à se partager. Il y en a un qui dit, ah, moi, je vais prendre tout l'argent cette année. L'autre dit, maintenant, il faut penser aux investissements, donc allons se prendre juste 20 000 € sur les 100 000 et 80 qu'on va réinjecter dans la société. La personne qui va voter non la première, la deuxième, troisième année, c'est pas un motif de révocation. Il faut vraiment qu'ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de la société. Bon, exemple concret, qu'ils fassent un peu de détournement de fonds, qu'ils fassent concurrence à la société, et là, on pourra lui retirer sa qualité d'associé. Donc, ce n'est pas une question de minoritaire et de majoritaire. Du tout. D'accord. Ben, c'est bon à savoir, tout ça. La seule chose, c'est que celui qui est majoritaire, quand il faudra prendre une décision des 75% des parts de la société ou des actions de la société, c'est vous qui prenez les décisions. Alors effectivement, il y a cette notion, ce qu'on appelle la minorité de blocage pour les décisions qui se prennent à l'unanimité, mais souvent, les associés minoritaires, les actionnaires minoritaires, eh bien, ils vont être convoqués, ils vont se déplacer, ils vont voter non, et on prendra des décisions sans eux, un peu comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, qui avait, on va dire, les gens de gauche qui disaient non, eh ben c'est la majorité qui l'emporte, donc c'est-à-dire la majorité du président Macron. Voilà. Donc, on a vu que les chefs d'entreprise ont des choix à faire. Les chefs d'entreprise, quand ils veulent créer leur entreprise, savoir s'ils vont vers telle ou telle forme juridique. Donc, on a vu que savoir avec qui on le fait, c'est important, puisque ça peut avoir des influences, ça peut avoir des incidences par la suite. Le positionnement associé, non associé, majoritaire, non majoritaire, tout ça va faire aussi que ça va influencer pour aller vers un choix juridique. Le fait de vouloir avoir tous les pouvoirs aussi, hein, ça va influencer le choix juridique. Mais au niveau fiscal, oui. Est-ce qu'il y a par forme juridique des régimes qui sont obligatoires ou optionnels? Alors, de principe, quand on est en société commerciale, SARL ou SAS, le principe, c'est ce qu'on appelle la société est imposée au titre de l'impôt sur les sociétés. Alors, imaginons que nous sommes tous les deux, qu'il y avait un troisième siège.
Lorsqu'on crée une société, on crée ce qu'on appelle une personne morale. Donc il y a une personne là, on ne peut pas la toucher, on ne peut même pas la voir, mais juridiquement, il y a une personne. Cette personne, en fait, elle va être imposée à l'impôt sur les sociétés. Il y a de l'argent qui va entrer, il y aura un bénéfice. Alors, je parle de résultats, les experts comptables, donc vous connaissez ça par cœur. Bien sûr. Voilà, de résultats courants avant impôt. Donc, exemple, lorsqu'on est inférieur à 38 120, le taux d'imposition sera de 15% d'impôt sur les bénéfices. Lorsqu'on est au-delà, on est à 25%. Donc, vous avez 30 000 € qui entrent, la société, qu'on ne peut pas toucher, va payer 15% d'impôt sur les sociétés. L'argent va rester dans la société. Si moi, associé, j'ai envie de prendre de l'argent, je vais payer un impôt supplémentaire. C'est le principe de... Essayez d'imaginer deux poches. Quand l'argent passe d'une poche à une autre, l'État prend son petit pécule. Donc c'est ce qui s'appelle des charges sociales ou un impôt sur les dividendes. Voilà, c'est-à-dire le revenu, en tout cas, qui en découle, ce sont les dividendes. Voilà. Vous avez la possibilité, lorsque notamment on est en SARL, alors soit dit de famille, donc les associés sont membres d'une même famille, papa, maman, frère, sœur, mari, pacsé, etc., de pouvoir choisir, opter pour un autre régime d'imposition, ce qu'on appelle le régime d'imposition des sociétés de personnes. Donc je reprends mon exemple, vous avez cette personne qui est là, qu'on ne peut pas toucher, l'argent va arriver dans la poche de la société. L'État va considérer que la société va faire un bilan, donc va dire son activité pendant un exercice, et au bout de cet exercice, il y aura un bénéfice. La société ne va pas payer d'impôts. Ce sont les associés, à proportion de leur part, qui vont déclarer au titre de leur déclaration de revenus ce qu'ils ont touché. Vous avez 40% de la société, vous devez déclarer que vous touchez ou pas réellement, ça c'est important de le savoir. Il y a 30 000 € qui entrent dans la société, vous avez touché à aucun des 30 000 €. Lorsque vous êtes dans la société et soumis à un régime de société de personnes, vous devez obligatoirement déclarer, si vous avez 40% par exemple, de part dans la société, vous devez déclarer que vous avez perçu 40% des 30 000 €. Et donc, bien sûr, ça va augmenter votre imposition. Pour bénéficier de ce régime de faveur de société de personnes, soit il faut être dans une SARL dite de famille, membre de même famille, ou lorsqu'on crée une société, vous êtes à associé unique. Là, effectivement, vous pouvez opter pour le régime des sociétés de personnes et vous pouvez aussi pour une période de 5 ans. Voilà. Mais de manière générale, toutes les sociétés sont soumises de principe à l'impôt sur les sociétés et donc il faut opter. Cette option se fait soit par lettre recommandée à adresser à l'administration fiscale, donc c'est-à-dire au centre des impôts des entreprises, pour dire voici le régime que j'ai choisi. Tout à fait, et cette option est irrévocable. Voilà. Donc en fait, on a vu qu'il y a plusieurs choses qui peuvent influencer les chefs d'entreprise quand ils veulent choisir leur statut juridique. Mais alors il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il y a une rémunération qui est plafonnée ou qui est au minimum dans un type de société plutôt qu'une autre, c'est-à-dire un chef d'entreprise, est-ce qu'il peut toucher le montant de la rémunération qu'il veut et est-ce qu'il y a une structure juridique qui empêche cela ou qui favorise cela? Alors, juridiquement, il n'y a aucune limite. L'État, le législateur, ne va pas vous imposer un plafond de rémunération ou un minimum de rémunération. Vous pouvez créer une société avec 0 € de rémunération, 0 € de dividende en année N+1, c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire « mon activité marche bien ». Exemple, cas concret, toutes les personnes qui font de la location saisonnière, enfin des activités immobilières, en règle générale, elles ont un revenu qui leur permet de bien vivre. Donc c'est plus un placement, donc elles ne touchent pas, elles ne prennent pas de dividendes, elles ne prennent pas de rémunération. Donc vous pouvez avoir 0 € de rémunération, et dans ces cas-là, vous ne payez pas de charges sociales ou impôts. S'agissant du montant maximum, il n'y en a pas. La seule chose, c'est que si juridiquement il n'y a pas de plafond, il faut que le chef d'entreprise prenne conscience
qui doit réaliser un prévisionnel pour justement pas priver sa société d'une rémunération, d'une trésorerie, notamment en cas de coup dur. Dans le cas de son prévisionnel, il pourra déterminer justement la part qu'il pourra percevoir pour ses besoins de la vie courante, enfants, crédits, etc. Par contre, il faut bien comprendre, comme on a dit tout à l'heure, selon la forme sociale qu'on aura choisie, si vous êtes dans une SAS, par exemple, et vous êtes le président, si vous versez une rémunération trop importante, vous allez payer des charges sociales beaucoup plus importantes. Tandis que si vous êtes dans une SARL et que vous êtes le gérant, à rémunération égale 3 000 € SARL, 3 000 € SAS, pour la société, ça va coûter plus cher si on est en SAS, parce qu'il y aura des charges sociales beaucoup plus importantes, tandis que dans la SARL, comme on va appliquer les mêmes taux que le RSI qui était créé à l'époque, les charges sociales seront moindres. C'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on va déterminer sa rémunération, il faut d'abord faire un prévisionnel, savoir c'est quoi ses besoins, si on a des enfants à charge, si on a un crédit à s'en occuper. Bien sûr, savoir si l'activité pourra permettre, notamment les premières années, de faire face à la rémunération voulue. Là, on parle d'options de pérennité, de règles comptables. Mais juridiquement, vous n'avez plus de limite, ni sur un montant minimum, ni sur un montant maximum. Je vous remercie pour votre réponse. Je voudrais savoir quels conseils pouvez-vous donner aux chefs d'entreprise pour choisir au mieux leur statut juridique? C'est simple. Lorsqu'on veut créer une activité, ne pas avoir peur de mettre la main à la poche. C'est-à-dire, Google est son ami, c'est bien. Prendre conseil, que ce soit au point d'un avocat, moi ou quelqu'un d'autre, que ce soit au point d'un expert comptable, vous ou quelqu'un d'autre, ne pas hésiter à prendre conseil. Le conseil qui va certes être rémunérateur, enfin payant à l'instant T, va certainement vous sauver par la suite. Si quelqu'un ne sait pas que dans une SAS, les charges sociales sont beaucoup plus importantes, eh bien la personne va foncer parce qu'on va lui dire, un peu comme les antibiotiques, « Ah, tu veux faire ça? Crée une SAS, c'est tendance. » Alors que pour son activité, pour les besoins de ses projets personnels, la SARL aurait été plus adaptée. De la même manière que la personne qui voudra faire deux activités, peut-être que scinder ces deux activités dans deux sociétés différentes sera peut-être plus adapté. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est que n'hésitez pas à mieux vous entourer lorsque vous allez prendre une décision, car cette décision va impliquer des conséquences fiscales, sociales et également statutaires. Parce que si vous vous mettez avec d'autres personnes, dans les statuts, il faudra prévoir des clauses, droit de préemption, clause d'agrément, etc., etc. Et que, bien sûr, lorsqu'on crée ou lorsqu'on va sur Google et mon ami, il n'y a pas toutes ces précisions. Je vous remercie, Monsieur Lavigeur. C'est moi. Merci pour l'invitation. Eh bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau et puis je vous dis bonne continuation. Entrepreneurs, j'espère que cette émission vous a permis de vous éclairer dans l'évolution de votre activité. Quant à nous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. N'oubliez pas, demain, c'est aussi entreprendre.